de façon précoce. C'est le deuxième message, c'est la mortalité. Autant, vous avez vu ce matin, et j'ai assisté, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à l'AVC ischémique. C'est le plus fréquent, on a de la chance, mais celui qui donne le plus de mortalité, c'est l'AVC hémorragique. Et qui peut progresser. Dans les 24 heures, 30 à 40% progresse. D'un petit hématome, on se retrouve avec un gros hématome qui va tuer le patient. Et on va le voir, c'est l'AVC qui l'a tué aujourd'hui. On peut prendre ça en charge. Y compris à Niamey, on a suffisamment de ressources humaines, on a suffisamment de moyens diagnostiques. J'ai dit tout à l'heure que c'est notre génération, c'est à nous de le faire. Si on ne le fait pas, mais on sera en retard. Et c'est triste d'être en retard par rapport au progrès de la science. Là où je veux vraiment insister, la démarche scientifique. Le neurochirurgien n'est pas celui seulement, il y a un hématome, il y a un hématome. Non, pas du tout. Le neurochirurgien, il raisonne comme l'interniste, il raisonne comme le neurologue, il raisonne comme le radiologue, il raisonne comme l'anesthésiste réanimateur. Le neurochirurgien qui va mettre son bistouri, ça veut dire qu'il a fait le raisonnement de tous ces spécialistes-là pour pouvoir mettre son bistouri. Si jamais il n'a que son bistouri, il n'est pas neurochirurgien parce qu'il n'a pas fait la démarche diagnostique biologique. Alors, il y a certaines choses qu'il faut peut-être des formules anciennes. La confusion entre la cause et le facteur de risque. Toute hémorragie cérébrale a une cause sous-jacente. Toute hémorragie, il n'y a pas d'hémorragie essentielle. Il n'y a pas d'hémorragie hypertensive. Il n'y a pas d'hémorragie tabagique. Le discours ancien doit être revolu. Toute hémorragie a une cause sous-jacente. Les facteurs de risque que nos cardiologues nous enseignent, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de cardiologues ici, ne peuvent pas être la cause. Ils peuvent contribuer à la survenue de l'ischémie ou de l'hémorragie, mais ils ne peuvent pas être la cause. Donc il ne faut pas confondre cause et facteur de risque. Donc éviter de dire hémorragie primaire, hémorragie hypertensive. Je disais qu'il faut qu'on ait le même langage. Si parmi nous il y a des gens qui disent hémorragie primaire, hémorragie hypertensive, ça veut dire que l'hypertension artérielle est la cause de l'hémorragie. C'est faux. C'est faux. On nous a appris que le pic de la tension a provoqué l'hémorragie. C'est un facteur qui contribue à la survenue, mais ce n'est pas la cause. Or, nous devons avoir une démarche de diagnostic étiologique. Donc, c'est pareil pour l'ischémie. On est à la sclérose carotidelle. C'est ça qui donne l'infarctus. Non. C'est l'embolie qui donne l'infarctus. Ce n'est pas la sclérose. Donc, on parle d'AVC tabagique, d'AVC primaire. Il nous faut enlever ça dans notre raisonnement. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on enlève ça dans notre raisonnement. Parce que les causes sont connues. Les micro-respiratoires, formation nationale, nous devons dans notre démarche rechercher la cause de l'hémorragie ou la cause de l'ischémie. Nous devons aller. Il y a des causes qu'on dit, allez-y, c'est vrai que c'est le résultat. Maladie de c'est le résultat. Coagulopathie, il faut aller chercher les cardiologues. Inflammatoire, les internistes. Toxique, partout. Nous devons contribuer dans les unités neurovasculaires à rechercher la cause. La première phase, ce n'est pas seulement dire qu'il y a ischémie ou il y a hémorragie, c'est de trouver la cause. Donc, ne regardons pas seulement les malades, ayons une approche étiologique et temporelle, y compris dans la lecture de l'imagerie. Parce que l'imagerie est devenue populaire, je dis, ça a démocratisé la médecine. Avant, c'est une seule radio. C'est le spécialiste qui va dire, il y a une tâche ici. Aujourd'hui, même le manœuvre de l'OCHI est capable de vous dire qu'il y a un hématome. Il est capable, le manœuvre de radiologie va vous dire qu'il y a un hématome dans ce scanner. Donc, par conséquent, mais nous devons avoir une lecture, pas seulement, il y a un hématome et une ischémie, mais nous devons avoir la lecture de la cause, mais aussi la lecture de l'évolution de cet hématome. Et aujourd'hui, comme vous voyez ici, il y a l'IRM. Les choses sont simples. Ce qu'on voit en T1, en T2, les docteurs Bakou parlera mieux que moi par rapport à ça. Ce qui apparaît en noir ici, c'est le désoxyhémoglobine.
En blanc, là, c'est le veine. Donc, vous voyez sur 20 jours, comment ça se passe. On a à la fois les cancers dialytiques. Mais de temps en temps, on arrive le cancer dialytique. Si vous voyez un corps de bout de bière, c'est la toxine qui se transforme en métoxine. Puis après, il y a le dépôt des doses qui fait une comparaison. Donc, notre lecture doit être aussi temporelle. Un scanner, une lumière faite à premier jour, on ne doit pas l'interpréter de la même façon qu'il y a au deuxième jour, de la même façon, etc. Notre lecture doit être étiologique, mais elle doit aussi être temporelle. Pour cet exemple-là, vous voyez ça, vous ne pouvez pas dire, ah, il faut regarder quel est le jour où on a fait ça. Si c'est à J2, vous voyez, c'est un hématome, c'est l'oxyde, c'est la carboxyde qui est construite. Donc nous devons avoir une approche temporelle. On sait, et le docteur Bako reviendra par rapport à ça, par rapport au diagnostic radiologique de ce qui est, pas hématome, mais de ce qui est hématome au temps T donné. Parce qu'il faut connaître l'hématome au temps T donné pour pouvoir savoir quel traitement apporter à cet hématome. Les progrès sont aussi arrivés au Niger. Vous avez vu l'angioscanner avec le SPOT-C, c'est une application qu'on peut installer dans pratiquement tous les scanners qui sont animés, qui permettent de voir, quand vous avez un hématome, quels sont les risques à ce qu'il progresse. Un hématome lenticulo-capsulaire, quels sont les éléments qui nous permettent d'avoir une appréciation prédictive de l'aggravation de cet hématome. Donc l'angioscanner avec les SPOT-C permet de voir, voici, dans 2 heures, dans 3 heures, cet hématome est capable d'augmenter et donc il faut agir par rapport à ça. J'ai donné l'exemple de cet hématome-là. Très souvent on dit qu'il faut faire avec le neurochirurgien. Le deuxième année est capable d'enlever cet hématome-là. Mais s'il n'a pas une approche étiologique, il va ouvrir ici, il va tuer le patient. Parce que ce n'est pas seulement l'hématome. Vous avez vu, c'est une malformation artério-veineuse qui a saigné. Donc s'il va sans avoir cette artériographie, il va tout simplement, il tombe, l'hématome est là, ça va saigner, on va l'abandonner sur la table. Donc, pas seulement le neurochirurgien, l'interniste, le radiologue, le cardiologue, le neurologue, on doit avoir une lecture étiologique des images que nous interprétons et en même temps une lecture temporelle. Regardez là, on dit, ah ben oui, c'est du sang, c'est diffus, c'est machin. On a la chance d'avoir une IRM. Au deuxième jour, effectivement, c'est du sang. Ça, c'est les anticoagulants qui donnent ça. C'est les hématomes des anticoagulants qui donnent ces images. Donc, réfléchissez par rapport à l'étiologie. Si vous ne réfléchissez pas par rapport à l'étiologie, vous ne pouvez pas prendre en charge cet hématome-là. Là, c'est un petit hématome qui vient là. Peut-être c'est une tumeur, peut-être c'est pas une tumeur, mais c'est un hématome. On fait une angiographie qui est tout à fait normale. Dans un premier temps, on refait 3 mois après. Le biais est toujours négatif. Et là, vous voyez qu'il y a une malformation artério-veineuse à partir du sinus qui se joint avec les poches de la tibienne et qui sont allongées. Donc, la poche doit toujours être étiologique. Le petit hématome que j'ai montré tout à l'heure, on dit c'est banal, c'est rien du tout, mais quand on fait la artériographie, on voit des anévrismes mycotiques à partir d'une malformation cardiaque qui a donné des anévrismes mycotiques tout de partout. Donc, le fait de banaliser, c'est une erreur. Parce que c'est petit. Et c'est ce que nous faisons régulièrement. Vous regardez ça, vous dites, ah, mais c'est rien du tout, c'est un hématome de l'info. Si vous n'avez pas l'approche écologique, vous condamnez le patient, il va le saigner. Et peut-être à partir des signes secondaires, vous allez vous reporter à la pathologie cardiaque. Parce que souvent, ce sont des complications qui réveillent, qui permettent le diagnostic de la pathologie cardiaque. Donc, toute hémorragie a une consultation. Il faut, le bilan de l'imagerie doit visualiser la cause. Certaines étiologies entraînent une décision thérapeutique évidente. Ça, c'est notre domaine d'anévrisme, de malformation veineuse, des maladies systémiques avec la prise en charge pluridisciplinaire. 25% des étiologies sont des étiologies qui relèvent pratiquement exclusivement du neurochirurgie. 25%. Ce sont les malformations
Ce sont les carcinomes, ce sont les fistules, les neoplasies, les hépatites. Ça relève du neurochirurgien qui est isolé. Mais ce n'est pas parce que ça relève du neurochirurgien que le neurochirurgien doit être le seul à connaître ces pathologies-là. Parce que les internistes, les cardiologues, les neurologues, etc. aussi doivent pouvoir révéler cela et envoyer le patient au neurochirurgien. Parce que c'est eux qui ont fait l'approche étiologique. Les autres, 75% des cas, sont ceux que pendant toutes ces années, ces dizaines d'années, on a continué à faire les enseignements. C'est ce qu'on appelle la micro-angiopathie acquise. C'est ce qu'on a dit à AVC de l'hypertension, ou AVC tabagique, ou AVC primaire. Ce sont des notions qui doivent disparaître de notre langage. Donc je dis qu'il nous faut avoir le même langage. Exemple de la micro-angiopathie acquise, un petit hématome qui progresse. Je vous ai parlé du scanner spot spin qui permet de connaître la prédictivité de cet hématome-là, de se transformer dans cet hématome et aller jusqu'au niveau de l'innovation valvulaire. Dans la majorité des cas, dans les AVC qui sont en profondeur, capsulo-lenticulaire, qui entament le décès du patient ou qui entraînent une morbidité importante, ce sont donc la base, c'est la micro-angiopathie acquise. Je suis convaincu que beaucoup d'étudiants se rappellent des artères lenticulo-ciliées, ce sont des perforants qui sont en profondeur, qui vont dans les noyaux lenticulo-ciliés. C'est une maladie vasculaire qui commence par une dégénérescence, puis une rupture de la paroi. Puis ça évolue, ça donne une extravasation vasculaire, puis ça évolue, l'hématome progresse, puis ça évolue, ça fait un effet de tamponnat. C'est une maladie vasculaire. Ce n'est pas l'hypertension artérielle qui est à la base, c'est la maladie vasculaire qui est à la base de ça. Alors, on a fait le tampon là. Quelle est la place de neurochirurgien? Est-ce qu'il va arriver à tamponner ça? Parce que le neurochirurgien, il a même l'hématome, mais il n'a pas tout dit parce qu'il est là. Ou bien il va descendre, il va mettre un stent ici, etc. C'est toute la démarche aujourd'hui. Mais on est en laticulo-strié, au niveau des noyaux centraux, on ne peut pas mettre un matériel pour pouvoir venir toucher ça. Donc la roche est endovasculaire, mais la roche endovasculaire, les laticulo-striés sont de l'ordre du micron, leur calibre est de l'ordre du micron. Donc il faut inventer une autre approche dans la prise en charge des AVC hémorragiques. Alors, il y a des guidelines qui sont faits, notamment il faut envoyer en consultation chez le neurochirurgien les patients qui ont un niveau de conscience qui est effondré ou les patients qui ont une hydrocéphalie pour qu'on puisse au moins mettre des patients. Ça, c'est la consultation de base. Un patient qui a une hémorragie ventriculaire, quel que soit, qui est en train de double conscience ou qui est en train d'une hydrocéphalie au scanner, il faut l'envoyer chez le neurochirurgien qui va mettre une dérivation. Ça ne veut pas dire qu'on l'envoie à neurochirurgien. C'est pour ça qu'il faut des unités qui soient unités fonctionnelles qui travaillent ensemble pour que le malade ne devienne pas le malade neurochirurgien. On envoie au neurochirurgien, on va mettre la dérivation externe, puis 24 heures après le malade décède. On va dire, ah c'est le neurochirurgien qui a mis la dérivation externe qui a fait le patient. Si on n'a pas une approche pluridisciplinaire, on ne va pas développer cela. On sait très bien que l'hématome est en profondeur, on sait très bien que la dérivation externe, c'est juste quelque chose qui va diminuer la pression intracrânienne, mais ça ne règle pas le problème de l'angiopathie que nous avons. Donc ça ne règle pas le problème de l'hypertension intracrânienne de façon définitive. On a un consensus quand même. Les hématomes selon l'approche postérieure, une fois que l'approche étiologique est faite, il y a une indication opératoire à enlever ces hématomes. On les enlève, bien entendu, avec des résultats qui sont liés au tableau de dégradation du patient. Mais quand il s'agit de l'hématome sustentoriel, c'est-à-dire au-dessus de la tempe, comme cela, les indications opératoires, là c'est un hématome où il y a une petite micro-angiopathie, on a enlevé, mais on sait que entre ceux qui l'attitude conservatrice et l'attitude chirurgicale, vous voyez bien cette courbe actuelle, il n'y a pas de grande différence entre le traitement conservateur et le traitement chirurgical. Dans les hématomes sustentoriels, il faut nuancer ça,
Parce qu'on sait bien que les patients qui arrivent avec un glasure entre 9 et 10 ont un meilleur résultat quand on les opère que les patients qui arrivent avec un glasure en dessous de 9. Malgré cette courbe qu'on voit où il y a une superposition entre les résultats du traitement conservateur et les résultats du traitement chirurgical. On nuance ça parce que les patients qui arrivent avec un glasure en dessous de entre 9 et 12 ont un meilleur résultat. Donc, une consultation précoce est recommandée pour le neurochirurgien, que ce soit avec pour objectif d'évacuer l'hématome ou avec pour objectif de faire une craniotomie de compressif. Craniotomie de compressif, on va ouvrir la calotte là, l'os frontal, l'os pariétal, l'os occipital, on crée de l'espace. On crée de l'espace pour baisser de façon drastique l'hypertension artérielle. Sinon, nos neurochirurgiens, on raisonne comme ça, en fonction du volume. S'ils sont supérieurs à 3 cm en système, le pronostic est bon, mais quand c'est supérieur à 2 cm, le pronostic est mauvais. Puis, lorsque, avec un petit volume, le diamètre est inférieur à 4 cm et le volume de 35 cm inférieur à 4% de la capacité de la boîte crânienne, bon pronostic. On connaît ceux qui sont de mauvais pronostic, ceux qui ont un volume moyen, et surtout ceux qui ont un volume important. La chirurgie aggrave l'installation chirurgicale. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un hématome, ce n'est pas parce qu'il y a un neurochirurgien. Quand le volume est important, en tout cas quand c'est supérieur à 12% de la boîte crânienne, la chirurgie est même contre-indiquée parce qu'elle ne fait qu'aggraver le problème du patient. Le siège aussi, quand ils sont en profondeur, c'est un peu plus compliqué. Les neurochirurgiens, les Japonais ont bien développé ces techniques, selon que ce soit le bras antérieur, le bras postérieur, le genou, la capsule interne, ils décident d'intervenir. Les méthodes thérapeutiques, le traitement médical, la craniotomie des compressifs, ou alors tout simplement les techniques sténotaxiques. Nous avons un cas de sténotaxique à donner, on peut se faire juste une aspiration, ou alors une fibrillose. Alors, les indications opératoires sont dépendantes de l'âge. L'AVC ischémique, on a fait avec le professeur Adenossi une sorte de courrier adressé aux cardiologues, aux internistes et aux neurochirurgiens aussi. On n'a pas diffusé, mais on profite de ça pour vraiment partager ça avec vous, peut-être que ça sera l'occasion, parce que nous nourrissons l'ambition de régler le problème de l'AVC ischémique au Niger et d'introduire la thrombolyse. Donc, je rappelle ici les indications de la thrombolyse. On va vous faire partager ce document-là qu'on a rédigé, toutes les indications. Vous partagez les choix que nous proposons par rapport aux méthodes diagnostiques. Les méthodes diagnostiques, vous savez, il y a des méthodes simples, qu'on appelle la méthode FAST par exemple, les sites faciales, les sites brachiales, difficulté de langage, et puis le temps. Tout à l'heure, le docteur a reconnu que le temps est important. Et parce que c'est une urgence absolue. On peut utiliser une autre méthode aussi. Il faudrait que ce comité qu'on va créer pour la prise en charge des AVC ischémiques, qu'on choisisse lequel est approprié pour monsieur lambda, pour l'étudiant lambda, ou dans le message qu'on va adresser à la télévision pour que les gens puissent dire « Ah, j'ai mon parent qui a la bouche qui est un peu comme ça, il a un déficit au niveau du bras, quand il a parlé là, le langage n'est pas fluide. » C'est ça qui doit attirer l'attention. Ou alors, il faut examiner le langage, le plan d'équilibre, etc. Il faut choisir le schéma, le standard qu'on va utiliser et la molécule qu'on va utiliser à Niamey, l'activise. On peut parfaitement organiser ça, puisqu'on a l'IRM flair, on a l'enjeu IRM 24/24, on peut parfaitement, un patient qui arrive avec des signes d'AVC, on peut lui faire un scanner. Ah, ici j'ai écrit mais on peut le faire partout. IRM avec séquence flair, on peut parfaitement scanner normal, IRM T1 normal, mais IRM séquence flair anormal. Si le patient arrive dans les 3h30 à 4h30, on lui fait la thrombolyse
Et on connaît les résultats aujourd'hui, ça a révolutionné. La mortalité était à 50%, y compris en Europe. Aujourd'hui, elle est à moins de 5% de la mortalité. Donc pourquoi nous allons rester en marche du progrès? Alors que le progrès est là. Le progrès, c'était le scanner l'IRM, on l'a. Mais il faudrait qu'il y ait donc cette équipe qui va réfléchir par rapport à la mise en place de la thrombolyse artérielle. On a un radiologue pour qu'on puisse alerter en temps réel. Selon les différents cas de figure, c'est une perfusion de 60 minutes en une heure de temps. Une perfusion d'activisme en une heure de temps, ça règle le problème parce que ça va nous rapprocher de la morbide mortalité qu'on trouve aussi dans le monde. Donc, on peut parfaitement, en fonction des cas de figure, on a fait des simulations pour qu'on puisse organiser, même si c'est un échange de contre-éducation, en discutant avec les familles, si on arrive hors délai, comment on va pouvoir poser l'éducation. La contrainte, là c'est un patient qui a dit, mais j'ai dit qu'on n'a pas pu faire. La thrombolyse, vous avez vu le terrain, il n'y a rien, c'est un Allemand qui est venu à Télé, il est venu 7 heures de temps, il a déjà, en plus, là c'est des séquences claires, en plus de cette hyperversité, vous voyez que c'est parfaitement dit, la zone de pénombre a commencé à prendre le flair, donc par conséquent, si on fait la thrombolyse, on va transformer cet endroit-là en hématome et on n'aura pas gagné, parce qu'il est arrivé hors délai. On doit pouvoir organiser ça pour prendre le en charge des patients arrivant dans les délais. C'est cher, malheureusement, ça coûte en pharmacie, l'ampoule, ça coûte très cher, le flacon de 50 cc. Mais je pense que quand ça sauve les patients, on peut avoir 2 ou 3 flacons quelque part déposés à Niamey. On a suffisamment d'expertise aujourd'hui pour pouvoir prendre en charge un cas de KBC ici. Donc ce que j'ai dit, la thrombolyse est possible. Il y a 2 contraintes. La première contrainte, c'est l'urgence. 3 à 6 heures de temps. Elle dépend de notre capacité à faire circuler l'information médicale avec des rappels réguliers. C'est un traitement d'urgence. Le deuxième, le coût est élevé du produit. Sur lequel nous n'avons aucune influence, nous avons peu d'influence, on montre l'état. Mais la thrombolyse reste le meilleur traitement de nos jours pour les AVC ischémiques dans le monde. Ce traitement devrait faire partie de notre assurance thérapeutique obligée. Ça peut nous concerner tous. Il est de notre devoir de la mettre en place. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait organisé ça là. J'espère qu'à l'issue de ce colloque, on pourra se réunir pour mettre en place comment organiser la thrombolyse en Niamey. Je vous remercie. Même maladie a la séquence flair. À partir de la séquence flair, on peut poser l'éducation de la thrombolyse. Le scanner, vous savez, les gens ont fait la thrombolyse avec le scanner. Avant, ils n'avaient pas d'IRM, ils ont fait la thrombolyse. Mais maintenant, il est recommandé d'attendre, d'avoir les séquences flair. Quand les séquences flair sont tout à fait normales, c'est bien circonscrit, et c'est dans les 4 heures, 3h30 à 6h de temps, 4h30 dans la littérature internationale. Moi je dis au Niger, on peut aller jusqu'à 6h, jusqu'à produire la séquence claire. On peut parfaitement le faire. Il faut regarder dans les machines.
Les machines ont les applications, parfois les machines qu'on amène ici, elles ont des applications, les techniciens qui les ont, les ingénieurs qui les ont installés n'ont pas initialisé ces applications. Mais les IRM qui sont en IRM peuvent faire des séquences claires. On peut parfaitement poser l'indication. L'urgence, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Mais l'IRM, l'outil diagnostique, on l'a aujourd'hui. On a l'angioscanner, on a l'angio-IRM, on a les séquences claires. Donc on peut parfaitement poser une indication de thrombolyse de diagnostic. Ça peut arriver à nous tous, à nous là qui sommes stressés en permanence. C'est très important. Merci. Même les scanners, même ils font avec le scanner, le score aspect, tout ça. Donc si on